du 25 septembre ouverte. Avant de passer la parole au chef de groupe, je tiens à excuser Mme Anne Tans de Bruges, M. Claude Klenkenberg, M. Pascal Rodins. M. Bastin. Complet. M. Lomba. Complet. Claudie, oui. Thomas. Au-delà des deux personnes. Tout le monde est là. Madame Dandel. Astrid Bastin, absente. Une jeune maman, on peut l'excuser. Et Belinda. Madame Freinet. Merci. Alors, vous trouverez sur vos bancs l'ordre du jour actualisé de la séance de ce jour, comprenant les questions d'actualité. Point 1 de l'ordre du jour actualisé, lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 3 juillet 2025. Je donne la parole à Monsieur le deuxième secrétaire pour la lecture de ce résumé. La réunion est présidée par Monsieur Jean-Claude Jadot, assisté de Madame Anne Tans de Bruges et de moi-même. La séance est ouverte à 16h35. 48 membres y assistent. Madame le gouverneur faisant fonction et Monsieur le directeur général provincial assistent à la séance. L'Assemblée entend une communication de Monsieur le Président. Madame la première secrétaire donne lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 12 juin 2025. L'Assemblée entend les réponses du Collège provincial aux questions d'actualité reprises sous les documents 24-25 A18, A19, A20 et A21. L'Assemblée adopte à l'unanimité les documents 24-25 de 302 à 312, 24-25 de 318 à 329, 24-25 de 338 à 343 et le document 24-25 345. L'Assemblée adopte les documents A25 313 à 315, 24-25 331 et 332, 24-25 335 à 337 et le document 24-25 344. L'Assemblée prend acte des documents 24-25 301 et 330. Le procès-verbal de la réunion du 12 juin est approuvé. La séance publique est levée à 18h50. En séance à huis clos, l'Assemblée a procédé à la nomination à titre définitif et à temps plein sous réserve d'agréation par la communauté française de Madame Céline Rémy-Paulus en qualité de directrice au niveau supérieur de promotion sociale à l'IPFA de Liège, à dater du 1er août 2025, document 24-25 316. À la désignation sous réserve d'agréation par la communauté française de Madame Virginie Herten en qualité de directrice stagiaire à l'IPFA de Serein, à dater du 18 août 25, document 24-25 317. À la nomination à titre définitif et à temps plein sous réserve d'agréation par la communauté française de Madame Kim Ayen en qualité de directrice au Centre psychomédico-social provincial 1 de Oui, à dater du 4 juillet 25, document 24-25 333. Et à la nomination à titre définitif et à temps plein sous réserve d'agréation par la communauté française de Madame Catherine Thomassen en qualité de directrice au Centre psychomédico-social provincial de Liège à dater du 4 juillet 25, document 24-25 334. Je vous remercie, Monsieur le deuxième secrétaire. L'approbation du procès-verbal interviendra en fin de réunion. Point 2 de l'ordre du jour actualisé, éloge funèbre de Messieurs André Krupa et Bernard Marlier, anciens membres du Conseil provincial. Monsieur le gouverneur, Mesdames et Messieurs les députés provinciaux, Monsieur le directeur général, chers collègues, c'est avec beaucoup d'émotion que je souhaiterais évoquer aujourd'hui la mémoire de deux anciens collègues de notre Assemblée. André Krupa, député provincial honoraire, nous a quittés ce 10 août à l'âge de 87 ans. André est né à Tilleur en 1938.
Il a perdu son papa, mineur de fond, à 8 ans. C'est donc sa maman qu'il a élevé seul, forgeant ainsi son caractère volontaire et déterminé. Son histoire personnelle et son parcours professionnel et politique ont fait d'André un homme dont l'engagement était profond et authentique. Je ne m'étendrai pas sur sa carrière professionnelle qui fut brillante, mais sur sa carrière politique. Il a d'abord été élu conseiller communal à Roteux, de 1970 à 1976, et à Neupré après la fusion des communes, de 1977 à 1981. Il a été conseiller du CPS à Neupré de 2000 à 2006. Il a aussi été élu conseiller provincial du Parti socialiste pour le district de Seraing en 1977. En 1981, il est devenu député permanent, c'était le terme officiel à l'époque, et ce durant 13 ans. Il a été le premier député permanent en charge de la totalité de l'enseignement provincial. Il a reçu le titre honorifique de député provincial honoraire en décembre 1994, hommage mérité pour un mandataire qui a véritablement marqué l'histoire de notre institution. Son engagement pour la province de Liège, et plus particulièrement pour son enseignement, me permet de dire qu'il n'a pas seulement représenté, mais qu'il l'a véritablement incarné. Durant toutes ces années de mandat, s'il n'a cesse de souligner les vertus de l'enseignement officiel neutre en général et de l'enseignement technique et professionnel en particulier, c'était le cœur de son combat, de son travail. Cette conviction des vertus de l'apprentissage l'a aussi amené à fonder, en 1995, l'université de Outsiplou, qui a accueilli de très nombreux participants. Son empreinte y restera gravée, tout comme au Conseil de l'éducation et de la formation, dont il a été président. Il était aussi membre de la Fondation Jean Boutz et président du CP11, le Conseil des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel neutre subventionné. André Krupa, c'est donc une vie dédiée au bien commun. M. Bernard Marly, ancien conseiller provincial, est décédé ce 17 août d'une longue maladie à l'âge de 60 ans. Bernard a été élu conseiller provincial pour le Parti socialiste dans le district de Fléron en 2006. Il a siégé jusqu'en 2012. Il était membre des 2e et 8e commissions, à l'époque, respectivement dédiées à l'agriculture et aux travaux. Les travaux étaient également son domaine de compétence et d'action dans la commune d'Esneux, où il en a été échevin de 2018 à 2024. Véritable pilier de la politique locale esneutoise, il était président du CPS durant 18 ans, de l'année 2000 à 2018. Dans sa chère commune d'Esneux, son implication politique était totale et sincère, tout comme sa passion pour le folklore dont le bien connu carnaval de Tilf. Villageois, dans le sens noble du terme, il a toujours privilégié avec sincérité le contact avec le citoyen, véritable moteur de son engagement et de son action politique. Durant sa carrière politique, il a notamment été membre au conseil d'administration de la CIL, représentant l'Assemblée générale de la IDE, d'ESETIA et de RESA, administrateur du comité de gestion des prêts d'études de la province de Liège et de la commission régionale pour l'emploi, membre de la commission provinciale des assuétudes, ainsi que président, secrétaire ou trésorier de plusieurs associations, dont les ASBL, Action culturelle tilfoise, Folklore tilfois et Coup d'envoi. Il s'est donc investi avec engagement et cœur dans ses différentes missions, mais la maladie l'a contraint à mettre un terme à sa carrière politique et ses nombreux engagements en 2024. Au nom de notre Assemblée, j'ai adressé un message de sympathie et de condoléances à leur famille. Je vous demande de vous recueillir quelques instants en leur mémoire. Merci. Je vous remercie. Point 3 de l'ordre du jour actualisé. Des questions actualité comportent 4 points. Je me permets de vous rappeler que, conformément à notre ROI, après développement de la question par son auteur, un membre par groupe politique peut intervenir sur la question pendant 2 minutes maximum par intervenant. Le député concerné prend ensuite la parole pour la réponse. À l'issue de la réponse, l'auteur ou le co-auteur peut exprimer sa réaction pendant une durée n'excédant pas 2 minutes.
Pour la première question relative aux étudiants impactés par le décret paysage à la HEPL, je donne la parole à Madame Rose-Marie Carlos de Oliveira. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, qui dit septembre dit rentrée académique pour les étudiants. Et pour de nombreux étudiants, il s'agit d'un moment important, enthousiasmant, rempli de nouveautés, de rêves. Mais pour d'autres, au contraire, cette rencontre sera synonyme d'exclusion. Bon nombre d'étudiants devront en effet quitter l'enseignement supérieur à cause du décret paysage. Ils devront arrêter leurs études parce qu'ils ne sont plus finançables. Pour eux, cette rentrée égale inquiétude, peur et rêves brisés. Nous avons reçu beaucoup de témoignages et en voilà un qui concerne directement notre HEPL. Je cite « Antoine, 25 ans, je fais kiné et je suis en Master 1. Au Barboux et être kiné, c'est vraiment ce que je voulais faire de ma vie. J'ai réussi tous mes cours, mais à cause d'un seul, je me vois ne plus être finançable. Je me suis battue pour les autres cours, pour les réussir, je les ai réussis, mais on me fait abandonner mes cours, mes études, alors que je suis à ça d'avoir mon diplôme. À cause d'un cours, c'est complètement injuste. Dans ce contexte, je voudrais vous poser les questions suivantes. Pouvez-vous nous dire combien d'étudiants vont être exclus de la Haute École de la province de Liège à cause du décret paysage? La province va-t-elle prendre ses responsabilités face à ses étudiants? Et comptez-vous interpeller la ministre de Grise à ce sujet? Merci pour vos réponses. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention complémentaire. J'invite Madame Cathy Firquet, députée provinciale présidente, à la tribune pour la réponse du Collège provincial à cette question. Merci, Monsieur le Président. Chère Madame Carlos de Oliveira, Madame la conseillère, la rentrée académique de la Haute École de la province de Liège aura effectivement lieu ce 1er octobre. Il s'agit d'un moment important dans le parcours de nombreux étudiants, mais également dans la mise en place et le bon fonctionnement de la Haute École de la province de Liège. Permettez-moi tout d'abord de rappeler l'historique du décret définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, puisque ce décret sorti en 2013 a subi plusieurs réformes importantes ces dernières années. Première étape, c'était en 2021, de nouvelles règles de réussite et de finançabilité sont introduites. Elles visent à limiter la durée des études et à améliorer le taux de réussite. Les étudiants doivent dorénavant valider un certain nombre de crédits dans un délai précis pour rester finançables. Par exemple, après 2 ans d'études, ils doivent avoir validé tous les crédits de la première année. Après 4 ans, ils doivent avoir réussi au moins 120 crédits et après 5 ans, ils doivent avoir validé les 180 crédits nécessaires pour obtenir leur bachelier. En clair, les étudiants disposent d'un temps limité pour achever leurs études. Ils doivent respecter des balises de réussite à chaque étape de leur parcours académique pour pouvoir se réinscrire et continuer à bénéficier du financement public. Deuxième étape, en avril 2024, une modification de la réforme précédente a permis un assouplissement temporaire pour l'année académique 2024-2025. Enfin, pour la rentrée 2025-2026, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé le retour à la version de 2021 du décret paysage, une décision qui a été prise pour harmoniser les règles et améliorer la cohérence du système éducatif. C'est la raison pour laquelle la HEPL enregistre, comme toutes les hautes écoles, une augmentation importante de demandes de dérogation déposées en effet par des étudiants reconnus non finançables. Ensuite, des informations législatives et avant de présenter les chiffres demandés, je souhaite évoquer avec vous les dispositions réglementaires régissant l'inscription ou la réinscription à la HEPL d'un étudiant non finançable est fixée à l'article 13 du Règlement général des études. Je vous le lis.
Des étudiants non finançables peuvent être autorisés à s'inscrire sur décision du collège de direction qui agit après avoir pris l'avis du directeur de département. Celui-ci tient notamment compte des motivations du candidat, de ses antécédents académiques et des capacités d'encadrement tant pédagogique que matériel de la section dans laquelle l'étudiant demande son inscription. Concrètement, ça se traduit sur le terrain par la prise en compte d'un certain nombre de paramètres inhérents à la situation particulière de chaque étudiant, mais aussi donc aux contraintes organisationnelles propres à chaque haute école et en l'occurrence à celle de la province de Liège également. Ainsi, une analyse minutieuse a lieu pour chaque étudiant non finançable qui sollicite une dérogation. Plusieurs paramètres sont pris en compte. À titre d'exemple, le parcours global, le nombre de crédits validés en moyenne sur les dernières années, mais aussi la situation familiale et personnelle, ou encore le nombre de crédits à valider avant l'obtention du diplôme. Et j'ajoute que si chaque analyse est bienveillante, elle se doit aussi d'être réaliste. Pour ce qui est des contraintes organisationnelles de la HEPL, celles-ci sont bien réelles. Inscrire des étudiants non finançables amène, on s'en doute, des coûts additionnels, puisque le nombre d'étudiants augmente, mais pas les subsides. De plus, la création de classes supplémentaires demande l'engagement de nouveaux enseignants, mais aussi l'acquisition de matériel spécifique pour les travaux pratiques. Pour ce qui est de l'étoffement des classes existantes, il se doit d'être compatible avec la qualité des cours dispensés, tant théoriques que pratiques. Sur base de tous les éléments que je viens d'évoquer, nous enregistrons à la date du 23 septembre 992 dossiers déposés par des étudiants non finançables, dont 568 étudiants, soit 57%, ont été acceptés. 371 demandes, soit 37%, ont été refusées. Et 53 dossiers sont actuellement en attente d'une décision de la part du collège de direction. Il faut aussi tenir compte des demandes qui pourraient encore arriver, puisque, on le sait, les inscriptions ou réinscriptions peuvent être introduites jusqu'au 30 septembre. À titre indicatif et évidemment dans un contexte législatif fondamentalement différent, sachez que nous avions enregistré pour l'année académique 2024-2025 294 demandes déposées par des étudiants non finançables, dont 206 dossiers, soit 70%, avaient été acceptés. Nous avons donc reçu 3 fois plus de demandes. Comme vous pouvez le constater, notre haute école, à l'instar de toutes les hautes écoles et universités en fédération Wallonie-Bruxelles, sont confrontées à une augmentation des dossiers d'élèves non finançables qui sont à l'heure actuelle analysés avec toute la bienveillance et la rigueur requise. La tâche est complexe, vous vous en doutez. Il n'est pas possible aujourd'hui d'estimer avec précision le nombre final d'étudiants non finançables qui obtiendront une dérogation pour cette année académique. Et il faut aussi rappeler que l'étudiant peut contester une décision de refus d'inscription devant la commission interne d'examen des plaintes pour refus d'inscription. Ce jury se réunit en octobre pour analyser les recours qui lui sont soumis. Il peut ensuite introduire également un recours externe, cette fois auprès du Conseil d'État ou du tribunal de première instance. Je tiens également à rappeler que l'enseignement pour adultes n'est pas soumis au décret paysage et peut donc accueillir tout étudiant qui souhaite poursuivre des études. De plus, toute personne n'ayant pas été inscrite dans l'enseignement supérieur depuis 5 ans peut s'y inscrire librement. Et je termine en précisant que la ministre de Grise en charge de l'enseignement supérieur est informée évidemment de la situation de la HEPL comme de celle de l'ensemble des hautes écoles et universités. Je vous remercie pour votre attention.
Je vous remercie, Madame la députée provinciale présidente. Une réaction ? Merci pour votre réponse. 3 fois plus de demandes, c'est quand même alarmant. Parce qu'en fait, si la province promeut la jeunesse, si elle promeut l'accès aux études supérieures, si elle promeut l'accès à l'emploi, alors il faut aller au-delà des mots, il faut des actes. Aujourd'hui, les étudiants ne demandent pas qu'on leur tienne un discours rassurant, ils ne demandent pas qu'on refasse l'historique du décret paysage, ils demandent qu'on prenne position à leur côté. Et donc voilà, évidemment, les étudiants ont évidemment tout notre soutien. Nous soutenons la manifestation portée par la FEF ce 30 septembre. Pour la deuxième question relative à la fusion des dispatchings des zones de secours, je donne la parole à M. Gianni Tabone. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Gouverneur, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues. Le 3 septembre dernier, Matin Première sur la RTBF a consacré un reportage au projet de dispatching commun aux zones de secours de la province de Liège. Ce reportage a mis en lumière les avantages attendus de cette initiative, une coordination accrue entre les différentes zones, une meilleure utilisation des moyens humains et techniques et surtout une efficacité opérationnelle renforcée pour garantir des interventions rapides et cohérentes sur l'ensemble du territoire provincial. Ce projet répond à un enjeu majeur, offrir à la population liégeoise un service public de sécurité civile moderne, performant et réactif. Dans un contexte où les citoyennes et citoyens exigent, à juste titre, efficacité et rapidité d'action, cette démarche constitue une plus-value évidente et un signal fort de notre responsabilité. Elle démontre que la province est capable de jouer un rôle majeur dans des matières stratégiques et sensibles et qu'elle peut être un véritable partenaire pour les zones de secours et pour l'ensemble des acteurs de terrain. Il s'agit ici d'un projet concret qui témoigne de la capacité de la province à se moderniser et à s'adapter aux besoins actuels. Dans ce cadre, pourriez-vous nous préciser la méthode de travail retenue pour concrétiser la mise en place de ce dispatching commun? Quelles sont les étapes clés du processus et comment seront-elles articulées? Quels sont les partenaires institutionnels et opérationnels associés et comment leur collaboration est-elle organisée pour garantir la réussite de ce projet? Par ailleurs, le reportage évoquait aussi la perspective d'un dispatching à l'échelle régionale. Pourriez-vous partager votre analyse de cette piste? Selon vous, comment une telle dynamique pourrait-elle s'articuler avec le projet porté au niveau provincial et quelles opportunités ou difficultés y voyez-vous pour notre territoire? Nous réaffirmons au nom du groupe Les Engagés notre soutien à cette orientation ambitieuse qui illustre pleinement la capacité de la province de Liège à innover et à assumer ses responsabilités au service de toutes les Liégeoises et de tous les Liégeois. Je vous remercie pour vos réponses. Je vous remercie, Monsieur le conseiller provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'autres interventions. J'invite M. Luc Lejeune, député provincial, à la tribune pour la réponse du Collège provincial à cette question. Alors, chers collègues, je remercie le Conseil provincial Tabone pour sa question et pour le soutien qu'il exprime à l'égard de ce projet. Je tiens à réaffirmer que la mise en place d'un dispatching provincial constitue un objectif stratégique majeur pour la province de Liège. Ce projet ne se limite pas à une question technique, il illustre la volonté de notre institution d'accompagner des initiatives concrètes au service de la sécurité de toutes et tous, ainsi que la volonté d'aller au-delà d'un simple financement des zones de secours. Ce projet renforcera la coordination et l'efficacité des zones de secours. Il doit permettre à l'échelle du territoire de la province, pour assurer l'aide adéquate la plus rapide, d'interroger toutes les ressources disponibles
en moyens et en hommes. Pour atteindre cet objectif, nous avons fait le choix d'une méthode de travail claire, la concertation et la co-construction. L'implication de tous les acteurs concernés est essentielle pour construire la solution la plus efficace et la plus adéquate. Le modèle retenu à ce stade avec les zones de secours prévoit la création d'un dispatching décentralisé administrativement géré par la province. Le concept d'administrativement géré par la province doit être précisé et construit et bien entendu recevoir également l'aval de nos instances, collèges et conseils. Par ailleurs, différentes options de localisation restent à l'étude et feront l'objet d'un examen rigoureux, le cas échéant, par les instances concernées. Pour y parvenir, un groupe de travail stratégique a été mis en place. Il réunit les représentants des zones de secours, les services du gouverneur et l'administration provinciale. Il se réunira à nouveau le 30 septembre prochain. Ensuite, pour approfondir des questions plus spécifiques, des rencontres plus techniques, juridiques et ou administratives, touchant notamment les aspects des ressources humaines, sont également organisées avec des spécialistes. La première réunion de ces réunions planifiées est prévue pour le 3 octobre prochain. Alors, la méthodologie a été expliquée lors de notre 6e commission temporaire relative aux zones de secours qui s'est tenue le 9 septembre dernier. Les membres présents à cette 6e commission ont validé les orientations proposées. Cette étape est bien évidemment importante. Elle marque un jalon important dans la conduite de ce projet en garantissant un cadre clair et partagé pour l'ensemble des travaux à venir. Enfin, vous m'interrogez sur la perspective d'un dispatching régional. Je vous répondrai que les techniciens ont sans doute et très certainement raison de dire que techniquement c'est possible, mais s'il a fallu 10 ans pour maturer une idée de dispatching provincial et pour se donner les meilleures chances d'y arriver, il faudra vraisemblablement également du temps et il faudra impliquer d'autres niveaux de pouvoir pour passer à un échelon supérieur. Je vous remercie pour votre bonne attention. Je vous remercie, Monsieur le député provincial. Une réaction? La 3e question d'actualité concerne le rapport du GIEC et j'invite son auteur, Marc Magnery, à la tribune. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Collège, chers collègues. Horizon climatique, c'est une bande dessinée publiée en 2023 par Actes Sud. Et si je vous montre ce livre, ce n'est pas pour vous parler de mes lectures estivales, bien que en faire la publicité est quand même pas mal. Ce roman graphique, en fait, vulgarise les enjeux climatiques avec rigueur et une des thèses développées dans cette BD m'a interpellé. À savoir qu'un des freins majeurs à l'action climatique, c'est que de nombreux décideurs publics, en l'occurrence vous et moi, ne mesurent pas pleinement l'ampleur de la situation. Or, et c'est présenté dans le bouquin, il existe un outil conçu précisément pour eux, pour nous. C'est le résumé à l'intention des décideurs du rapport de synthèse du 5e rapport d'évaluation du GIEC. Le 6e rapport, plus récent, sera bientôt disponible en français. Et donc il existe un document synthétique, 33 pages, mais qu'on peut trouver encore résumé sous forme de 2 pages, rédigé spécifiquement pour les élus, et les élus comme nous, responsables politiques. Il permet de poser un cadre clair, basé sur les données scientifiques les plus solides, pour toute politique publique liée au climat, à l'énergie, à la mobilité ou à l'aménagement du territoire. Permettez-moi une question directe. En aviez-vous entendu parler? L'avez-vous vous-même lu ou au moins parcouru? Je vais vous dire la vérité, moi en tant qu'écologiste, non. En tout cas, pas avant d'avoir lu cette BD. Je ne pose pas cette question pour vous embarrasser, mais pour souligner le vrai problème. Ce document crucial reste trop souvent méconnu dans les sphères décisionnelles locales. Par ailleurs, depuis les élections d'octobre dernier, de nombreux échevins, bourgmestres et conseils communaux ont pris leurs fonctions. C'est donc un moment particulièrement propice pour diffuser ce document à l'ensemble des élus et élus communaux. Il peut les aider à poser des choix cohérents et éclairés dès le début de la législature. Enfin, une étude scientifique récente publiée le 17 juin 2005 dans la revue Earth System Science Data for
par Foster, indique que l'objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré est désormais pratiquement hors d'atteinte, à moins de changements immédiats et profonds. Cette conclusion renforce l'urgence d'agir en connaissance de cause à tous les niveaux de pouvoir, pour nous, nos enfants et les générations futures. Ma demande est donc la suivante. La province de Liège peut-elle transmettre officiellement ce résumé du GIEC, version PDF, si elle veut le faire électroniquement, ou par courrier, si elle veut le faire à l'ancienne, à l'ensemble des élus communaux des 84 communes de la province, accompagné d'un message expliquant brièvement son intérêt et sa pertinence pour l'action politique locale. Il s'agit d'un geste simple, peu coûteux, mais potentiellement déterminant pour l'avenir. Je vous remercie. Merci, Monsieur le conseiller provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Non. Nous passons maintenant à la quatrième et dernière question relative aux actions provinciales dans le cadre de la semaine de la mobilité. Pour cette dernière, je donne la parole à Madame Mélanie Leponce. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Gouverneur, Mesdames, Messieurs les députés, chers collègues. Quelques jours après la semaine de la mobilité, c'était l'occasion à cette tribune de rappeler les initiatives importantes qui ont été réalisées sur notre territoire provincial au cours des dernières années. Je pense notamment au développement du réseau d'éco-voiturage et je souligne particulièrement l'attractivité du côté des Ouailles et de Sprimont où on en voit toute l'utilité. On peut aussi souligner le développement des bornes de recharge ou encore l'arrivée du tram et du busway en ville pour relier les différents pôles stratégiques de la ville. Donc toutes ces actions constituent des bases solides, mais on sait que les défis restent considérables et que la mobilité douce est une nécessité. Et il est important également d'apporter des alternatives à l'ensemble des citoyens. Une nécessité d'abord climatique, mais aussi et surtout de santé publique, et enfin une nécessité sociale et de bien-être. Et donc pour notre groupe, faire de la mobilité douce, c'est une conviction forte, et c'est au cœur d'une vision d'un territoire qui soit plus durable, qui soit plus solidaire et plus vivable, mais surtout qui réconcilie ville et ruralité. C'est pourquoi à propos des actions en cours et à venir, j'ai des questions précises quant au futur. Quels sont les développements prévus en matière de parking d'écovoiturage et la facilitation du covoiturage, notamment pour les zones rurales? Quelles mesures accompagnent le déploiement des transports collectifs innovants et électriques afin d'assurer un maillage efficace? Quelles initiatives sont prises pour l'extension et la sécurisation des modes doux comme le Ravel, les points nœuds, les itinéraires adaptés aux familles, aux PMR et aux seniors? Pour l'ensemble des initiatives, une planification globale est-elle prévue et s'inscrit-elle dans le plan budgétaire? Et enfin, comment la province entend-elle associer les communes, les citoyens, le personnel provincial vers cette transition pour une mobilité plus propre, plus solidaire et nécessaire? Je vous remercie pour vos réponses. Je vous remercie, Madame la conseillère. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir sur ce sujet? Non. J'invite à présent M. André Denis, député provincial, à la tribune pour les réponses du Collège provincial à ces deux dernières questions. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Gouverneur. Chers collègues, les questions auxquelles je réponds portent sur le développement durable et contiennent ainsi des éléments croisés dans les réponses. Donc, certaines réponses peuvent se relier à l'une et l'autre question et vice-versa. Je commencerai par la question de Mme Frenet et M. Manieri. Merci pour votre intervention. Il est toujours intéressant d'avoir de nouveaux conseils de lecture comme celle que vous nous proposez avec cet album de chez Glénat. Personnellement, je lui préfère le style de Christophe Blain et l'album Le Monde sans fin. Je peux vous proposer à mon tour une suggestion. Le voici, donc on pourra éventuellement échanger, mais vous le trouverez dans toutes les bonnes librairies et bibliothèques, notamment dans notre bibliothèque du B3, qui réjouit mon collègue Luc Gillard.
En ce qui concerne le fond de votre question, je ne suis pas convaincu qu'envoyer ce rapport à l'ensemble des élus des communes de la province, de surcroît, si l'option papier est choisie, apporte un débat de solutions structurelles au changement climatique. Je note par ailleurs que ce document est disponible sans notre concours et que les rapports du GIEC sont, je pense, déjà connus du grand public et des élus en particulier. Pour le niveau de pouvoir local que sur les villes et communes, le problème réside plus dans l'appropriation et le développement de solutions plutôt que dans la connaissance des problèmes liés au climat. Ainsi, en termes d'intérêt et de pertinence pour l'action locale, je vous rappelle que la province de Liège maintient son engagement comme coordinateur supralocal et que nous accompagnons au quotidien, au travers de notre plan climat, les communes du territoire de la province de Liège dans la mise en œuvre d'actions d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Je reste néanmoins ouvert à des propositions et les amener dans nos discussions en commission. D'ailleurs, lors de la précédente législature, nous avions eu l'occasion de faire un brainstorming à la suite d'une suggestion d'une conseillère du groupe écolo. Ce travail n'avait malheureusement pas abouti à de réelles conclusions, mais comme je vous l'ai dit, je suis disposé à réitérer l'expérience. Il concerne la question de Madame Le Pons. Madame Le Pons, je vous remercie de votre question qui me permet de faire le point sur vos questions, qui me permettent de faire le point sur les initiatives en cours et celles programmées en matière de mobilité durable. Comme vous le savez, la semaine de la mobilité s'est déroulée du 16 au 22 septembre. Différents événements ont eu lieu dans notre province. Ceux-ci ont en partie été organisés par les communes inscrites dans la dynamique POLEC que nous soutenons. En voici quelques-unes. Une journée sans voiture à Spa, des projections de films documentaires, virage vers le futur dans plusieurs communes rurales qui voulaient sensibiliser leurs citoyens aux alternatives à la voiture individuelle, un concours photo à Welkenraad, une opération tous à roulette et un concours photo à nu, ou encore des actions de sensibilisation et d'animation dans certaines écoles. Au niveau de la province de Liège, plusieurs projets facilitateurs d'une mobilité plus durable sont évidemment soit développés, soit en cours de développement. Ainsi, nous avons soutenu l'installation de plus de 125 bornes de recharge électrique, que ce soit par des subventions directes ou via notre centrale d'achat, afin d'accompagner le déploiement des véhicules électriques sur notre territoire. Ces installations, lorsqu'elles bénéficient au personnel provincial, sont doublées de l'acquisition de véhicules électriques pour faire évoluer notre parc automobile et nos déplacements professionnels vers plus de décarbonation. Aujourd'hui, nous avons quand même un certain nombre de véhicules dans différents services de la province. Dans la même optique, nous avons mis en place un réseau de vélos électriques partagés pour le personnel provincial et ses allées et venues entre nos différents bâtiments du centre-ville. Pour poursuivre sur le cyclable, nos communes, elles, ont pu s'équiper de 350 racks de rechargement vélo dans le cadre de la campagne POLEC et avec l'accompagnement de la province. La dernière joue aussi un rôle moteur de la facilitation du covoiturage sur notre territoire. Déjà depuis 2015, une trentaine de parkings d'écovoiturage ont été aménagés pour créer des espaces sécurisés et pratiques et se rejoindre pour partir ensemble. Ce projet rencontre une belle adhésion dans nos communes et affiche une jolie longévité puisque 5 nouveaux parkings sont actuellement à l'étude pour Villers-le-Bouillet, Marchin, Soumagne, Burgkruiland et Amoir, preuve de la volonté continue d'élargir et de renforcer le maillage existant qui aujourd'hui dépasse largement les 1300-1400 places de parking auxquelles nous avons contribué par une subvention de 75%, l'investissement plafonné à 100 000 € par parking. Nous sommes toujours désireux d'implanter de nouvelles initiatives en matière, parfois le succès est moins au rendez-vous. Ce fut le cas avec les projets Covoitstop et Hugo, au croisement de l'autostop et du covoiturage, qui n'ont pas trouvé leurs utilisateurs, ni provincial, ni communal d'ailleurs, ni au niveau de l'ULG. Sans doute reste-t-il encore du travail pour faire évoluer les mentalités et les habitudes en termes de mobilité.
Pour accompagner ce changement, nous agissons aussi en interne, en effet en remboursant à 100% les abonnements de transport en commun. La province soutient activement ces agences souhaitant utiliser des moyens de transport durable pour se rendre au travail. Nous avons également mis en place des mesures concrètes pour motiver nos agents à venir à vélo, telles que des parkings sécurisés et une indemnité kilométrique. Par ailleurs, la province a aménagé un parking de délestage sécurisé et gratuit destiné aux agents provinciaux au rond-point du quai Timmermans à Sclessin, facilitant ainsi le déplacement de ceux qui souhaitent combiner voiture et transport collectif. Il est d'autant plus pratique depuis l'arrivée du tram, car il permet aux agents d'y laisser leur véhicule et de rejoindre plus facilement leur lieu de travail en transport en commun. Le succès, soyons honnêtes, est plutôt mitigé. Ce parking est relativement peu utilisé, malgré que, je vous l'avoue, je pensais qu'il le serait davantage, mais peut-être que ça va encore s'améliorer. Parmi les autres initiatives relatives à la mobilité durable, nous pouvons également citer notre participation à l'enquête fédérale sur les déplacements domicile-travail 2024 pour les agents provinciaux, dont les résultats ont été synthétisés et analysés afin de proposer des pistes d'action aux responsables d'établissements. La piste cyclable reliant Jalles et Aspin, l'extension du réseau cyclable de Haute-Meuse, liaison Neupré-Serein, l'accompagnement des communes pour répondre à l'appel POLEC 2020, qui a notamment permis l'éclairage des Ravelles, ou encore le réseau Point Nœud via le tourisme. En outre, notre service développement durable, dans ses missions de sensibilisation, organise régulièrement des ateliers pour les coordinateurs POLEC et à destination des citoyens afin de les aider à faire les bons choix dans leur mode de déplacement. Elle mène également la campagne Rouleau écologique, c'est économique, visant à distribuer aux communes des panneaux rappelant les bons gestes à adopter. Sur le plan budgétaire, toutes les actions liées au climat s'inscrivent dans le plan stratégique transversal de la province qui vise à améliorer le paysage énergétique pour une transition écologique au service de tous. Dans ce cadre, une fiche projet spécifique permet de mobiliser les appels à projets wallons et européens ainsi que les outils innovants pour soutenir des actions en faveur de l'énergie durable et du climat. Pour mener à bien ces objectifs, le service développement durable assure une veille stratégique sur les appels à projets, on réalise une synthèse et organise des ateliers pour regrouper les communes et les accompagner dans le dépôt de leur candidature en collaboration avec la cellule Fonds européen. Enfin, je suis convaincu de l'importance d'un service développement durable proactif et engagé qui continuera de soutenir et de prospecter les initiatives cohérentes en faveur de la transition durable. J'en profite donc pour réaffirmer l'intérêt de la province, malgré une diminution des subventions d'autres niveaux de pouvoir, pour tout projet porteur en faveur de la mobilité durable, mais aussi de l'environnement, de l'énergie ou encore de l'aménagement du territoire. Nous continuerons évidemment également d'accompagner les communes en tant qu'entité supracommunale. J'espère avoir répondu à vos interrogations. Je vous remercie pour votre bonne attention. Je vous remercie, Monsieur le député provincial. Une dernière intervention. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député, pour votre réponse, qui, je suis désolé de vous le dire, est particulièrement insatisfaisante. C'est difficile, je ne vois même pas les arguments de fond que vous donnez. Vous dites que vous n'êtes pas convaincu, et votre réponse, je la résume, c'est non, on n'en verra pas. Je tiens quand même à dire que hier encore, à l'Assemblée générale des Nations Unies, le président américain déclarait que le réchauffement climatique était l'arnaque du siècle. Et donc je pense qu'on doit continuer à taper sur le clou et dire que ce sont des faits, c'est quelque chose de scientifique, et de dire tout le monde le sait, tout le monde est au courant, ça ne se discute pas, c'est un peu facile dans le monde dans lequel on est, où justement le climato-scepticisme gagne chaque jour du terrain. Et donc réappuyer les faits, je pense que c'est quelque chose que la province peut faire et que ça a une utilité. Vous dites, c'est déjà connu de tout le monde. Mais qui a lu ces rapports ici? C'est à l'intention des décideurs politiques que celui ou celle qui a lu ces rapports lève la main ici. Je vois une main levée, M. Beltran, merci. Et Monsieur le gouverneur,
Ça me semble peu quand même, hein, alors que ces rapports nous sont destinés. Non, je pense que c'est utile de lire ces rapports. Et vous dites, ça nécessite pas seulement des connaissances, mais l'appropriation pour les différentes matières. Ça tombe bien, ces rapports déclinent toute une série d'actions qui peuvent être prises dans différentes matières au niveau local. C'est bien à destination de nos élus, nos échevins, nos bourgmestres. Vous avez l'air très sensible, enfin, à la pertinence et à l'utilité des publications, des envois de mails que la province pourrait faire. Et donc je me suis souvenu, parce que ça traînait dans ma chambre, d'une publication de la province. C'était en 2012, j'étais un jeune élu conseiller communal à Dizon et on avait reçu ceci. Et je me rappelle avoir demandé à mon bourgmestre, mais à quoi ça sert ce truc? Notamment, et vous allez me dire, mais c'était pas nous, monsieur Magnery. Si, c'était vous, vous êtes même dans la brochure, monsieur Denis, déjà. Et j'avais dit, ça sert à quoi? Et mon bourgmestre m'avait répondu en ouvrant cette farde, ben, monsieur Magnery, je ne sais pas, peut-être la province la remplira-t-elle au cours de l'année. Bref, de l'argent gaspillé pour rien. Ici, on vous demande un mail, vous n'êtes même pas capable de l'envoyer. Et donc, la question climatique, c'est une question essentielle. La balayer d'un revers de la main, c'est vraiment honteux. C'est nos enfants, c'est mes enfants, c'est déjà nous qui en payons le coût. Et c'est inadmissible, je trouve, de se dire comme ça, on en fait trop. Pour paraphraser des grandes phrases, je dirais qu'il n'y aura pas de paradis économique ni social sur un désert économique. Et il est temps qu'on se le rappelle et qu'on agisse chaque jour. C'est une question urgente et d'actualité. Je vous remercie. Ceci clôt le débat sur les questions d'actualité. Ah, pardon, madame, excusez-moi. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Je ne pourrais pas m'empêcher d'être nuancé un peu en contradiction avec mon précédent collègue, parce que je pense que la série de mesures qui ont été énumérées par Monsieur le député prouve que la question climatique fait partie intégrante des différentes politiques transversales menées par le collège. Et je ne suis pas certaine qu'assommer les gens de mails permettra une plus grande sensibilisation. Par contre, je me réjouis des actions concrètes qui ont été citées par notre député. En effet, pas plus tard que ce matin, on disait encore à la radio qu'on dépassait la 7e limite planétaire. Et donc je pense que cette question est très importante. Nous ne rappellerons jamais assez l'importance de travailler en équipe avec les différents niveaux de pouvoir. Et vous avez parlé de la région, vous avez parlé du fédéral, vous avez parlé de l'Europe et des pouvoirs locaux, parce que je pense que sans des synergies entre les différents réseaux, ce ne serait pas possible. Et donc on sera attentif et on encouragera toutes les mesures et actions qui seront prises pour davantage de mobilité douce. Et comme on a insisté sur le sujet depuis le départ, de continuer à réconcilier la ruralité et la ville. Je vous remercie pour vos réponses et vos actions. Merci. Madame la conseillère. Point en urgence. Je vous informe que j'ai été saisi d'une demande d'inscription d'un point en urgence concernant la modification de la représentation provinciale au sein de l'intercommunal RESA et de plusieurs sociétés de logement de services publics, et plus particulièrement le remplacement de différents membres du groupe PS. Conformément à l'article 72 de notre REI, l'urgence de ce point a été soumise à l'examen du bureau et celui-ci demande à notre Assemblée de se positionner sur la notion d'urgence. Le document a été déposé sur le portail du Conseil. Il a été soumis à l'examen du bureau. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir à ce sujet? Pour l'urgence, nous pouvons passer au vote. Qui est d'accord avec l'urgence? Unanimité, le Conseil adopte d'urgence. Au niveau du point proprement dit, il y a eu des questions. J'invite le rapporteur, M. Thomas Cialone, à les présenter. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Gouverneur, chers collègues. Alors, ce point, donc, il s'agit de remplacer M. Luc Gillard, député vice-président dans différents mandats, et ces mandats sont ceux-ci. Le point n'ayant d'ailleurs pas suscité de débat au sein du bureau. À l'AG et au CA de Réza, ce sera M. Jacques Chabot, conseiller provincial. À la Maison des Hommes, à l'Assemblée générale, ce sera Mme Muriel Brodure-Huilin, c'est ça. Pour le Haut-Mougréen et le logis social, qui était détenu par M. Chabot. Pardon, j'étais trop vite en agglomérant tous les mandats sur M. le vice-président. J'ai anticipé le point suivant.
Pour donc le Haut-Maugréen, ce sera Monsieur Moustapha Bakshi, et pour le logis social de Liège, Monsieur Farid Nagui. Pour les assemblées générales du Haut-Maugréen, Madame Laura Crapanzano, et du logis social de Liège, Madame Yamina Meziani. L'urgence étant quand même la seule intervention d'un membre du bureau afin d'expliquer l'urgence et évidemment l'atteinte des quorums de présence dans les réunions de ces différentes institutions où nous participons. Je vous remercie, Monsieur le conseiller. Qui est pour l'adoption de ce document? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Le point 4. Ce point concerne le remplacement de M. Gillard, député provincial vice-président au sein de l'ASBL Centre culturel de Chennai. Ce document a été examiné ce jour par le bureau et j'invite le rapporteur, M. Thomas Cialone, à nous en faire connaître les conclusions. Monsieur le Président, je ne participe pas aux économies de papier voulues par nos collègues écolos, vous en excuserez d'avance. Donc là, il s'agit donc de remplacer M. Gillard au Centre culturel de Chennai et il est proposé de le remplacer par M. Adelmo Gironi, fonctionnaire par délégation à l'AG et à l'organe d'administration. Le point n'a pas suscité de débat. Merci, Monsieur le conseiller. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour l'adoption de ce document? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Nous passons au point 5 à 10. Il s'agit de 6 octrois de subventions sport aux ASBL TC Hambourg, Volleyball Club Warem, RCS Sartillement, Liège Académie Basket, Liège Bulldog Ice Hockey Club et Jumping International de Liège. Votre première commission a pris connaissance de ces 6 documents et j'invite son rapporteur, il commence à être habitué, M. Thomas Cialone, à nous faire part de son rapport. Bien. Donc, tous ces points étaient regroupés. Il s'agit, il y a un seul point à susciter débat, néanmoins, comme le prévoit le règlement, je vais donc les reciter. Pour le TC Hambourg, c'est une subvention de, il faut chaque fois tout regarder comme ça, je les ai marqués heureusement, 5 000 €. Pour le volleyball Warem, 15 000 €. 10 000 en formation, 5 000 en fonctionnement. Pour le RCR Sartillement, 7 500 € en fonctionnement. Pour Liège Académie Basket Filles, c'est le 349. Celui-là a posé question. Un commissaire souhaitait savoir pourquoi c'était 2 saisons. Pour celui-là, eh bien, le fonctionnaire présent a expliqué qu'auparavant, la convention était prévue sur 3 ans, mais celle-ci étant revue en cours de route, on la faisait désormais sur 2. Pour les Bulldogs, c'est le 350, 40 000 €, plus les tests à l'effort à hauteur de 800 €. Et enfin, pour le jumping de Liège, 75 000 €, 50 000 € budget, 25 000 sur la promotion du sport et de la politique sportive. Voilà, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le chef de groupe. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? OK. Qui est pour l'adoption de ces 6 documents? Unanimité. Le Conseil adopte les 6 résolutions. Le point 11. Ce point concerne un octroi de subvention en matière de supracommunalité pour le projet de cheminement cyclopédestre reliant Verviers Central, la Vézrienne et le barrage de la Gilette, ayant obtenu une promesse de principe antérieurement. Ce document a été soumis à la première commission. J'invite le rapporteur, M. Grégory Piron, à la tribune pour son rapport. Merci, Monsieur le Président. Donc, chers collègues, ce point 352 concerne donc une subvention pour un montant de 36 000 €. Madame la députée précise qu'il s'agit d'un dossier ayant obtenu auparavant une promesse de principe et qui remonte à quelques années. Donc, la démarche, un courrier a été renvoyé aux différentes villes et communes pour les solliciter afin de clôturer cette enveloppe. Je vous remercie, Monsieur le conseiller provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale.
nous pouvons passer au vote. Qui est pour l'adoption de ce document? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Le point 12 de l'ordre du jour concerne l'octroi d'une subvention en matière de relations institutionnelles au profit de l'administration communale de Verviers. Ce document a été lui aussi examiné en première commission. J'invite son rapporteur, M. Guillaume Deur, à la tribune. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, chers collègues. Le document présent concerne la demande de soutien à l'administration communale de Verviers concernant la belle inauguration de la place du Martyr. C'est un subside de 20 000 € qui est proposé par la province. Ce point n'a suscité aucune question ni remarque en commission. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie, Monsieur le Conseil provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Nous passons au vote. Qui est pour l'adoption de ce document? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Le point 13 de l'ordre du jour concerne l'octroi d'une subvention en matière de relations internationales et institutionnelles au profit de l'ASBL Ciné-Label Film. Les premières et deuxièmes commissions l'ont examiné et en ont pris connaissance. J'invite d'abord à la tribune Mme Yamina Meziani pour son rapport sur les échanges intervenus en première commission. Eh oui. Pas confondre vitesse et précipitation. Alors, le Collège provincial, d'abord bonjour chers collègues, le Collège provincial propose d'octroyer une subvention en espèces d'un montant de 48 000 € afin de soutenir l'organisation de la 10e édition du Festival international du film de comédie de Liège, qui se tiendra du 5 au 9 novembre 2025 au cinéma Le Palace à Liège. Donc ce festival est une véritable carte de visite pour la province de Liège. Cette subvention est répartie de la manière suivante: 38 000 € pour le budget ordinaire 2025, 7 000 € pour la promotion de l'enseignement et 3 000 € de subsides aux institutions culturelles. Le Collège provincial nous informe également de sa décision d'octroyer 2 subventions relevant de la Direction générale transversale, 500 € pour une remise d'un chèque cadeau pour le prix du jury province de Liège et 120 € du coût du trophée qui sera remis pour récompenser le prix province de Liège. Merci. Merci Madame la conseillère. Et pour la deuxième commission, j'invite à présent Madame Anne-Zinette Fabry pour nous faire part de son rapport. Le rapport est très simple. Sur le montant de 48 000 €, je ne vais pas répéter, je pense que tout ce que Madame vient de dire. Et donc, ce document n'a soulevé aucune question. Merci. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Non, pas d'intervention. Je clôt la décision générale. Nous passons au vote. Qui est pour l'adoption de ce document? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Le point 14, il s'agit d'une demande de l'ASBL Blénimine d'une réaffectation et de prolongation de délai de remise de pièces justificatives dans le cadre de l'octroi de subventions en matière de tourisme. C'est votre deuxième commission qui a examiné ce document et j'invite son rapporteur, Mme Anne-Sophie Tandel, à la tribune. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Le Conseil se souviendra de sa décision d'octroyer en 2022 un montant de 100 000 € à l'ASBL Blénimine. Cette subvention a été liquidée en février 23, mais par courrier adressé à la province, l'ASBL a informé l'administration de sa volonté d'obtenir la reconnaissance de son site en tant que musée par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et à cette fin, elle indique être contrainte de transférer certaines pièces de son musée vers un nouvel espace d'exposition. En conséquence, l'ASBL sollicite l'autorisation de réaffecter la subvention à l'aménagement de ce nouvel espace. Pas de questions particulières. Proposition d'approuvée. Je vous remercie, Madame la chef de groupe. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour l'adoption de ce document? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 15. Il s'agit d'une demande de subvention de fonctionnement pour l'année à 19 bibliothèques reconnues. Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission et j'invite son rapporteur, M. Elias Steller, à la tribune. Merci le Président. Voici la brève présentation du document
356 relatif à l'octroi de subventions en matière de culture. L'objectif de la province est de collaborer avec les structures compétentes et les acteurs locaux afin de soutenir le développement de leurs projets et de leurs actions. Une conseillère a souhaité savoir comment sont déterminées les subventions. Le député responsable a expliqué que la Fédération Wallonie-Bruxelles attribue ses subsides aux bibliothèques en fonction du nombre d'équivalents temps plein reconnus, qui tient compte notamment de la population desservie. La province calcule sa propre subvention en suivant le même principe, de façon proportionnelle au montant octroyé par la Fédération. Ainsi, le financement provincial s'aligne sur celle de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Merci pour votre attention. Je vous remercie, Monsieur le conseiller provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour l'adoption de ce document? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Le point 16 concerne l'octroi d'une subvention à la SBL Présence et Action culturelle régionale de Liège. Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission et j'invite son rapporteur, M. Erwin Buckel, à la tribune. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Donc, il s'agit ici d'un octroi de subvention en matière de culture pour l'SBL Présence et Action culturelle, comme vous l'avez dit, dans le cadre de l'organisation du festival politique. Cette manifestation s'inscrit pleinement dans la politique provinciale en matière de culture pour tous. Avec l'aide de ses partenaires, une 5e édition est en gestation et cela se fera autour de débats et de projections. Le B3, quant à lui, ancrera sa contribution autour d'une réflexion sur les films de banlieue, mais aussi des infrastructures culturelles pour les jeunes et par les jeunes. Nous sommes bien dans les missions du centre des ressources du B3. Dans ce cadre, nous vous proposons d'octroyer une subvention de 8 000 € au projet de la dite ASBL pour l'organisation du dit festival qui se déroulera du 27 novembre au 3 décembre 2025. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le conseiller provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour l'adoption de ce document? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Le point 17 concerne l'octroi d'une subvention à la SBL Centre culturel de Flémal. C'est toujours votre deuxième commission qui a examiné ce document. J'invite son rapporteur, M. Fabien Beltran, à la tribune pour nous faire part de son rapport. Monsieur le Président, Monsieur le Gouverneur, Madame la députée présidente, Mesdames, Messieurs les députés, chers collègues, il s'agit de l'octroi d'une subvention en matière de culture, la demande de soutien de l'ASBL Centre culturel de Flémal dans le cadre de l'organisation de l'atelier Graines d'artistes qui aura lieu durant les premiers et deuxièmes semestres 2025. Le Centre culturel de Flémal demande 4 000 € à la province de Liège pour financer l'animateur de l'atelier Graines d'artistes en 2025, un projet éducatif d'art contemporain pour les 8-12 ans. Le dossier est complet, le précédent subside a été correctement justifié et la visibilité de la province est requise sur tous les supports. Aucune question n'a été posée en deuxième commission. Je vous remercie, Monsieur le conseiller provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour l'adoption de ce document? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Point 18. Octroi de subvention en matière de culture, demande de soutien de la SBL Festival international du rire de Liège. Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission. J'invite M. Bastin à la tribune pour nous faire part de son rapport sur ce document. Merci, Monsieur le Président. Donc, il s'agit d'un subside de 5 000 € à l'ASBL Festival international du rire pour son édition 2025 qui se tiendra du 12 au 20 octobre. Le festival a été créé en 2011 par les Frères Taloche qui se déroulera cette année dans 13 salles de la ville de Liège. Et il n'y a eu aucune question des membres de la commission. Merci. Je vous remercie, Monsieur le chef de groupe. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour l'adoption de ce document? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 19. Celui-ci concerne un octroi de subvention culture à la SBL Festival Voix de Femmes et a été soumis à l'examen de votre deuxième commission. J'invite le rapporteur, Mme Nadia Loukia, à la tribune pour nous faire part de son rapport sur ce document. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Le Collège provincial nous propose d'octroyer une subvention de 8 000 €
à l'ASBL Festival Voix de Femmes pour sa 17e édition qui aura lieu donc jusqu'au 18 octobre. Cette édition rendra hommage à Brigitte Caquet, fondatrice du festival, avec une programmation exceptionnelle, mêlant musique, lecture et débat, en partenariat avec des acteurs locaux et internationaux. L'ASBL présente un budget équilibré et a justifié l'usage de ses subsides précédents, et la perte prévue de 8 000 € correspond précisément au soutien sollicité. Ils vous ont demandé d'approuver cette aide et ça n'a suscité aucune question à la commission 2. Merci. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour l'adoption de ce document? Le groupe PSE, unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Le point 20 concerne un octroi de subvention culture à l'ASBL Lautech et a aussi été soumis à l'examen de votre deuxième commission. Elle est toujours aussi rapide. J'invite Madame Anne-Zinène Fabry à la tribune pour nous faire part de son rapport sur ce document. Merci, Monsieur le Président. Ce document concerne donc l'octroi d'une subvention d'un montant de 5 000 € au profit de l'ASBL Lautech dans le cadre de l'organisation du festival Lautech qui se tient jusqu'au 25 septembre à Ramioun, c'est-à-dire aujourd'hui. Ce festival est placé sous le thème « Innover, survivre, inventer » et se donne pour mission de partager les solutions et la démarche Lautech en province de Liège. Les low-tech étant des objets, des systèmes, des techniques, des services, des savoir-faire, des pratiques, des modes de vie et même des courants de pensée qui intègrent la technologie selon 3 grands principes que sont l'utilité, l'accessibilité et la durabilité. Un commissaire fait remarquer que le festival est quasi terminé et se demande pourquoi le document est présenté si tardivement. Le député lui répond qu'il arrive en effet que dans le cadre d'activités connues avec des partenaires habituels et de confiance et sur base de collaboration pérenne, et c'est le cas ici avec l'ASBL Lautech, les demandes sont soit traitées plus tardivement. Merci pour votre attention. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour l'adoption de ce document? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Le point 21 concerne un octroi de subvention culture à l'ASBL Wégimont Culture. Votre deuxième commission l'a examiné et a désigné Mme Anne-Sophie Tandel comme rapporteure pour ce document. Le Collège provincial propose d'octroyer une subvention d'un montant de 4 200 € au profit de l'ASBL Wégimont Culture, au fin de soutenir financièrement l'édition d'une revue pour la saison 2025-2026. Le projet qui serait ainsi soutenu s'inscrit dans la droite ligne de la politique provinciale en matière de culture pour tous. Pas de questions, proposition d'approuver. Je vous remercie. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour l'adoption de ce document. Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Le point 22, octroi de subvention en matière de culture, demande de soutien de l'ASBL Société Botanique de Liège dans le cadre de son fonctionnement 2025. Ce document a été soumis à l'examen de votre deuxième commission. J'invite le rapporteur, Mme Nadia Loukia, à la tribune pour nous faire part de son rapport. Voilà, il vous est donc proposé aujourd'hui d'octroyer une subvention de 5 000 € à l'ASBL Société Botanique de Liège pour soutenir son fonctionnement en 2025. Depuis 1937, cette association contribue à la vulgarisation scientifique et à la préservation de la nature grâce à ses conférences, ses excursions et des expositions, dont la traditionnelle exposition mycologique et la publication de la revue Le Genia, unique référence wallonne en botanique. La SBL présente un budget en déficit de 24 270 € pour 2025, mais elle dispose d'une situation financière saine et a justifié de l'usage de ses subsides précédents. Il vous est donc proposé d'approuver cette aide et ça n'a suscité aucune question en commission 2. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour l'adoption de ce document? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Le point 23, concernant un octroi de subvention culture à l'ASBL Centre Wallon d'Art Contemporain, la Châtaigneraie, a lui aussi été soumis à l'examen de votre deuxième commission. J'invite le rapporteur, M. Fabien Beltran, à la tribune. Fabien, à nous faire part de son rapport.
Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Gouverneur, Madame la députée présidente, Mesdames, Messieurs les députés, chers collègues. Il s'agit, comme vient de le dire le Président, de l'octroi d'une subvention en matière de culture et l'ASBL Centre Wallon d'Art Contemporain, en particulier la Châtaigneraie, dans le cadre de l'organisation de la 17e édition de la Fête de la Lumière le 13 décembre 2025 à Flémal. La Châtaigneraie sollicite 4 150 € pour financer 4 animateurs d'ateliers d'enfants lors de la Fête de la Lumière. Le président subside a été correctement justifié. La province devra être visible sur tous les supports. Aucune question n'a été posée en deuxième commission. Je vous remercie, Monsieur le conseiller provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour l'adoption de ce document? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Les points 24 et 25, relatifs à des octrois de subventions culture, ASBL ATRA et DEDAL, ont été examinés par votre deuxième commission qui vous propose de les regrouper. J'invite son rapporteur, Nadia Loukia, à la tribune pour nous faire part de son rapport sur ces deux documents. Merci, Monsieur le Président. Voilà, il vous est proposé d'accorder une subvention de 5 000 € à l'ASBL ATRA pour soutenir la création du spectacle La Grande Vague, prévu à l'été 2026. Il s'agit d'un projet poétique destiné aux enfants de 2 à 5 ans, combinant art visuel, musique et marionnettes, afin de nourrir leur curiosité et leur résilience. Le déficit prévu de 5 000 € correspond au montant sollicité. L'ASBL dispose de fonds propres suffisants et a justifié l'usage des aides précédentes. Je vous invite donc à approuver ce soutien. Et le point n'a pas suscité de questions en commission 2. Je passe donc au point suivant, puisqu'ils ont été regroupés. Le Collège provincial propose d'octroyer une subvention de 5 000 € à l'ASBL DEDAL pour la création du spectacle Le Dernier Carrousel de la compagnie Sans Fabrique, qui verra le jour au printemps 2026. Ce projet mêle spectacle vivant et installation mécanique, avec un carrousel qui prend vie à l'énergie et à l'imagination des enfants. Le budget présente un déficit de près de 12 000 € et l'ASBL sollicite notre aide pour combler une partie de ce besoin. Ces comptes sont sains et les subsides précédents ont été également dûment justifiés. Je vous invite donc à marquer votre accord sur ce soutien. Merci. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? OK. Qui est pour l'adoption de ces deux documents? Unanimité, le Conseil adopte les deux résolutions. Le point 26, qui clôturera l'octroi des subventions en matière de culture. Il s'agit donc d'un point examiné par notre deuxième commission. Il concerne une subvention culture pour l'ASBL Arsenic. Et j'invite à la tribune M. Irwin Guckel pour nous faire part de son rapport sur ce document. Remercie, Monsieur le Président, et rebonjour, chers collègues. Donc, il s'agit ici de nouveau d'un octroi de subvention dans le cadre du soutien à l'ASBL Arsenic pour l'organisation du festival Prendre soin de Liège, acte 3. Festival qui aura lieu du 25 septembre au 5 octobre. Ce projet s'inscrit en ligne droite de la politique provinciale en matière de culture et de santé. La santé, dans ce cas-ci, dépasse bien entendu le cadre médical et se trouve au croisement des enjeux structurels et individuels, santé mentale, isolement, logement, éducation, climat, liens sociaux, environnement, etc. Le bénéficiaire joint à sa demande un dossier complet. Dans ce cadre, il est demandé à notre Assemblée d'octroyer une subvention d'un montant de 6 500 € au profit de l'ASBL Arsenic afin de soutenir ce festival. Il n'y a pas eu de questions lors de la commission. Je vous remercie, Monsieur le conseiller provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour l'adoption de ce document? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Le point 27, Commission provinciale des aînés, approbation du règlement d'ordre intérieur. Ce document a été soumis à l'examen de la troisième commission qui a désigné M. Gianni Tabonne comme rapporteur. Vous avez la parole, Monsieur le conseiller provincial. Merci, Monsieur le Président. La création de cette commission provinciale des aînés a pour but de rassembler les conseils consultatifs communaux des aînés, en abrégé CCCA, afin de favoriser les interactions avec les matières provinciales. Toutes les communes seront invitées à y participer. Dans les communes qui ne disposent pas encore d'un CCA, il sera suggéré d'en créer un. À ce jour, environ 40 communes en disposent. En réponse aux questions posées, il a été confirmé qu'une commission senior existait par le passé, mais qu'elle n'était plus active.
Des remarques ont également été formulées, notamment pourquoi lancer une nouvelle commission alors que l'on se dirige vers un démantèlement de l'institution provinciale, ou encore pourquoi ne pas envisager en parallèle la création d'une commission des jeunes. Des échanges ont eu lieu entre les membres de la 5e commission autour de ces questions. Je vous remercie. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Monsieur Magnery. Pardon. Excusez-moi, merci Monsieur le Président, merci Monsieur Tabonne pour votre rapport. Nous sommes évidemment favorables à tous les mécanismes de participation citoyenne, mais nous avons plusieurs bémols à émettre sur celui-ci. Tout d'abord, son opportunité, comme ça a été dit en commission, et on retape sur le clou ici parce que la réponse apportée n'est pas très satisfaisante, c'est quel sens cela a-t-il de créer aujourd'hui une nouvelle commission consultative alors que la majorité affiche clairement sa volonté de mettre fin aux provinces? Nous passons à juste titre, du temps à rationaliser nos structures, à supprimer des ASBL. Et parallèlement, nous lançons une commission qui fonctionnera quelques années, et quand elle aura peut-être atteint sa vitesse de croisière, dans le REI, vous pouvez le lire en détail, elle sera dissoute. En 2030, c'est prévu, de plein droit. Ensuite, les modalités de composition. Alors là, on pourrait chicaner, ergoter, mais ça concerne la représentativité de la dite commission. On émet quelques doutes. En effet, seuls les membres d'une commission consultative des aînés locale pourront être envoyés au niveau provincial. Quid des aînés dont les communes ne disposent pas d'une commission consultative des aînés locale, et c'est plus de la majorité des communes pour l'instant. Comment seront-ils informés de l'existence de cette commission consultative provinciale? Comment pourront-ils y participer? Voilà, il y a du flou et un manque de représentativité. Et enfin, la question de la pertinence. En fait, il a été dit en commission, je n'ai pas envie de le trahir, il pourra l'exprimer ici lui-même par monsieur le député, qu'il souhaitait mettre la démocratie, la participation citoyenne au cœur de notre province, et c'est tout à son honneur, et c'est quelque chose que nous soutenons, mais on a déjà ici émis des idées pour ça, et des idées qui nous semblent plus pertinentes et plus porteuses qu'une commission consultative des aînés, et notamment j'ai envie de rappeler le fait que la province dispose du droit de faire une consultation populaire, et pourquoi pas une consultation populaire justement sur l'avenir des provinces. Ça concernerait tous les citoyens de notre province, et c'est une question hautement pertinente de que vont devenir nos provinces, pourquoi pas, et nos amis germanophones sont modèles là-dedans, pourquoi pas une commission citoyenne avec des citoyens tirés au sort qui délibéreraient sur cette question de l'avenir des provinces. Voilà des mécanismes qui auraient un retentissement médiatique et mettraient la participation citoyenne et la démocratie au cœur de notre institution. Voilà quelques idées qui nous semblent un peu plus porteuses que cette commission consultative des aînés, auxquelles nous ne nous opposerons pas, mais qui ne nous semblent pas non plus l'idée du siècle. Je vous remercie. Merci pour vos idées, Monsieur le Conseiller provincial. En attendant, je vous demande d'approuver le règlement d'ordre intérieur de la Commission provinciale des aînés. Y a-t-il d'autres questions? Non. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour l'adoption de ce document? Le groupe PTB, PS, MR et désengagé. Qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe Écolo. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 28. Octroi de subventions en matière de santé. Demande de soutien de la Fondation d'utilité publique, Fondation Léon Frédéric. Ce document a été également soumis à l'examen de la 3e commission. J'invite son rapporteur, M. Grégory Piron, à la tribune. Merci, Monsieur le Président. Donc, chers collègues, ce point 368 concerne donc une subvention pour un montant de 22 000 €. Il s'agit de bourses pour jeunes chercheurs dans le domaine de la recherche contre le cancer. Un subside avait déjà été octroyé en 2024. La Fondation est en déficit de 700 000 €. Une remarque a été mise par un commissaire sur ces 22 000 € qui sont une goutte d'eau par rapport au déficit. Monsieur le député répond que les finances provinciales ne sont pas inépuisables, que l'enveloppe totale des subventions à l'ordinaire et à l'extraordinaire est de 400 000 €. Il précise que si on met donc cela en relation, c'est un gros effort. Ok, je vous remercie, Monsieur le Conseiller provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Et nous passons au vote, oui, qui est pour ce point. Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution.
Le point 29, relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique d'une emprise en sous-sol et la conclusion d'une servitude au profit de la Société publique de gestion de l'eau, la SPGE, a été examiné par les membres de la 4e commission qui en a pris connaissance. J'invite Madame Nadia Loukia à nous faire part de son rapport à la tribune. Merci, Monsieur le Président. Donc, suite à l'extension du réseau de distribution d'eau, la Société publique de gestion de l'eau a utilisé une partie du terrain situé sous l'IPES d'Herstal pour y placer ses installations. À l'époque, le gouvernement avait autorisé l'expropriation pour cause d'utilité publique. Aujourd'hui, les travaux étant terminés, il s'agit simplement de régulariser la situation. La province céderait officiellement cette emprise sous-sol à la SPGE pour un montant de 6 138,80 €. Cela permettrait à la SPGE d'en devenir propriétaire et donc responsable de ses conduites. Et une servitude sera également inscrite afin qu'elle puisse avoir accès à ces installations via notre terrain. Ce point n'ayant soulevé aucune remarque en commission 4, je vous propose d'adopter la résolution. Merci. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Avant de passer au vote, je tiens à signaler que Monsieur Lejeune et Madame Leponce ne participeront pas au vote parce qu'ils font partie du conseil d'administration de la SPGE. Nous pouvons donc dès lors passer au vote maintenant. Qui est pour l'adoption de ce document? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Le point 30 concerne l'octroi d'une subvention en matière d'agriculture à la SBL 4. Ce document a fait l'objet d'un examen de la 4e commission et c'est Mme Julie Chanson qui va nous en faire rapport à la tribune. Je vous remercie, Monsieur le Président. Il s'agit ici d'un octroi de subvention en matière d'agriculture. En effet, c'est une demande de soutien de l'SBL 4 dans le cadre de son émission télévisée Radéville-Radéchamps. Le Collège provincial propose dans ce cadre à votre Assemblée d'octroyer une subvention en espèces d'un montant total de 17 500 € à liquider en 2 tranches de 8 750 € au profit de l'SBL afin de soutenir financièrement la production et la diffusion de l'émission précédemment citée durant l'année 2025. Un membre de la Commission a souhaité savoir si la subvention accordée dans ce cadre constituait un complément à celle déjà existante. Il a été rappelé par Monsieur le député que cette intervention provinciale s'inscrit en réalité dans la continuité d'une convention préalablement conclue avec les médias locaux. Dans le cadre de celle-ci, les télévisions locales réalisent, en contrepartie du soutien financier perçu, des reportages et documentaires valorisant les actions et projets de la province. À titre d'exemple, ont déjà été couverts le concours de glace provincial, l'analyse des sols, la mise en lumière des lauréats du prix de la transition, ainsi que les lauréats du concours de la bière. À ce jour, 4 thématiques sur les 7 prévues ont été traitées. Il est également précisé que la sélection des thèmes est effectuée en concertation avec les partenaires médiatiques. La province, pour sa part, n'exerce aucune influence politique sur le contenu. Il s'agit exclusivement de diffusion d'informations relatives aux compétences provinciales, notamment en matière de ruralité, d'environnement et d'agriculture. Ce point n'a soulevé aucun autre commentaire. Je vous remercie. Merci, Madame la conseillère, pour ce rapport succinct. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour l'adoption de ce document? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Les points 31 et 32. Les 2 points suivants concernent des octrois de subventions en matière de développement durable aux ASBL Royal Saint-Hubert Club de Belgique et Pays de la Haute-Amblève. Ils ont été regroupés à la demande des membres de la 4e commission et soumis à leur examen. J'invite le rapporteur, Mme Caroline Lebeau, à la tribune pour nous faire part de son rapport sur ces 2 documents. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Gouverneur, chers collègues. Concernant donc le rapport sur l'octroi de subventions en matière de développement durable, la demande de soutien de l'ASBL Royal Saint-Hubert Club de Belgique, qui est une ASBL qui regroupe chasseurs et gestionnaires de territoires de chasse en Belgique, en fait, n'a soulevé aucune question par rapport à cette demande. Aucune question n'a été soulevée. Concernant, dans le cadre de la demande de subvention introduite par la SBL Pays de la Haute-Amblève, des interrogations ont été soulevées concernant la situation budgétaire et la stratégie de financement de cette jeune structure. Avant de solliciter le Conseil provincial, la SBL a-t-elle cherché d'autres sources de financement auprès d'entreprises ou sociétés partenaires? Et est-ce qu'un subside provincial est-il octroyé annuellement à cette ASBL?
les réponses qui ont été données. La SBL Pays de la Haute-Amblève est une association wallonne dont le but principal est de valoriser la région de la Haute-Amblève à travers ses atouts économiques, culturels, naturels et touristiques. La SBL ne bénéficie pas de subsides provinciaux récurrents et à l'année, son budget global en cours s'élève à environ 505 000 €. Concernant la rectification budgétaire, la SBL fait ce qu'elle peut pour rectifier les choses, mais le projet est encore jeune, 1 an d'existence, et nécessite une phase d'accompagnement pour lui permettre d'évoluer. Une intervenante a rappelé que la SBL compte déjà 50 membres entreprises qui payent une cotisation pour y adhérer, que la SBL dispose d'une cellule active dans le networking inter-entreprise afin de renforcer la visibilité et l'impact économique de ses membres, et que l'objectif est de croître progressivement et de s'autofinancer à terme. Mais la structure étant encore récente, elle doit pouvoir, pour l'instant, bénéficier d'un soutien institutionnel afin de consolider ses activités et sa notoriété. Donc la conclusion et les perspectives, la SBL Pays de la Haute-Amblève est une structure émergente en phase de démarrage avec un projet ambitieux de valorisation territoriale. Bien qu'un déficit de 7 000 € ait été relevé, l'association fait ce qu'elle peut pour rectifier les choses dès l'année prochaine. Ces partenariats actuels avec des entreprises membres montrent une volonté d'implication privée croissante et l'objectif final est l'autonomie financière de la SBL, mais à ce stade, un soutien extérieur reste nécessaire pour lui permettre de consolider son modèle économique. Je vous remercie, Madame la conseillère. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour l'adoption de ces deux documents? Unanimité, le Conseil adopte les deux résolutions. Les 9 points suivants, 33 à 41, concernent les marchés publics de travaux pour divers établissements d'enseignement provincial et ont été regroupés et examinés par votre 5e commission. J'invite Madame Valérie Euchamp à la tribune pour nous faire part de son rapport sur ces 9 documents. Merci, Monsieur le Président. Donc, concernant le document 373, donc, il s'agit de se prononcer sur le mode de passation et conditions de marché pour la rénovation de la toiture en tuiles de l'entrée principale de l'école polytechnique de Serein. Le montant du marché s'élève à 361 781,75 € TVA compris. On vous propose de recourir à une procédure négociée directe avec publication préalable. Les crédits ont été inscrits à charge du budget extraordinaire 2025 et les travaux sont susceptibles d'être subsidiés par la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre du programme prioritaire des travaux. Alors, sur ces 9 documents, c'est le seul qui a suscité des questions. Une commissaire a demandé ce que signifie exactement susceptible d'être financé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il lui est répondu qu'un accord de principe a été donné par la Fédération Wallonie-Bruxelles en 2021 et que l'accord ferme interviendra quand le marché sera introduit. Et un autre commissaire demande si les subsides ont déjà été inscrits en recettes. La réponse est négative. Il vaut mieux rester prudent. Alors, pour les 8 autres dossiers, donc je vais essayer d'être brève. Le dossier 374 concerne la rénovation des vestiaires et des sanitaires à l'école polytechnique de Serein. Donc, ils sont vétustes et inutilisables. Le marché s'élève à 355 770 €, TVA compris. Il s'agit d'une procédure négociée directe avec publication préalable. Les crédits ont été inscrits à charge du budget extraordinaire 2025. Alors, en ce qui concerne le dossier 375, donc là, il s'agit de la démolition du hall de maçonnerie et la création d'un parking à l'école polytechnique de Serein. L'estimation du marché s'élève à 1 283 712 €, TVA compris. Cette somme se répartit en 2 lots. Un premier lot pour la démolition et le désamiantage qui s'élève à 268 180 € et un deuxième lot de
1 15 532 € pour la création de parking. Il s'agit d'une procédure ouverte, même si l'estimation est inférieure au seuil de la publicité européenne, parce que le cumul de cette opération avec celle d'autres marchés antérieurs en lien avec le même ouvrage va dépasser le seuil de 5 538 000 € hors TVA. Et les crédits ont été inscrits à charge du budget extraordinaire 2025. Alors, concernant le dossier 376, donc il s'agit de la rénovation du gymnase des vestiaires et douches du premier étage du B4 à l'école polytechnique de Verviers. L'estimation du marché se monte à 180 153 € TVA compris. Les crédits ont été inscrits à charge du budget extraordinaire 2025 et on aurait recours à une procédure négociée directe avec publication préalable. Alors, dossier 377, il s'agit de la rénovation des sanitaires et des charges des bâtiments 2 et 15 de l'école polytechnique de Verviers. L'estimation du marché est égale à 260 044 € TVA compris. On vous propose une procédure négociée directe avec publication préalable. Les crédits ont également été inscrits à charge du budget extraordinaire 2025. Dossier 378, il s'agit d'un marché relatif à l'aménagement des abords du nouveau bâtiment scolaire à l'école polytechnique de Huy. Il s'agit d'une procédure ouverte. L'estimation du marché est égale à 287 321 € et les crédits ont également été inscrits à charge du budget extraordinaire 2025. Alors 379, donc là il s'agit de la mise en conformité électrique et incendie à l'école polytechnique de Huy. On vous propose de recourir à une procédure négociée directe avec publication préalable. Il s'agit de relancer une procédure qui a été close par le collège le 11 septembre dernier sur la base d'une nouvelle étude de projet. Et l'estimation du marché est égale à 682 747 € TVA compris. Donc cette somme se répartit entre une tranche ferme et une tranche conditionnelle. L'entreprise est rendue nécessaire par la non-conformité des installations électriques et de détection incendie. Les crédits ont été inscrits à charge du budget extraordinaire 2025 et les travaux sont susceptibles d'être subsidiés par la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre du programme prioritaire des travaux. Le dossier 380, donc c'est la rénovation des toitures du bâtiment principal de l'Institut provincial d'enseignement secondaire de Esbin qui est situé rue de Célis. Alors, l'estimation du marché, c'est 326 538 € TVA compris, répartis entre une tranche ferme et 2 tranches conditionnelles. Les crédits nécessaires pour la tranche ferme sont inscrits à charge du budget extraordinaire 2025. Et la levée des 2 tranches conditionnelles dépendra de l'inscription au budget de l'année 2026 et 2027 des crédits nécessaires au financement de celle-ci. Dans l'immédiat, la tranche ferme à financer sur le budget 2025 s'élève à 97 725 €. Et on vous propose de recourir à une procédure négociée directe avec publication préalable. Et enfin, le document 381 concerne la mise en conformité électrique de l'Institut provincial d'enseignement secondaire de Esbin. L'estimation du marché est de 584 808,95 € TVA compris, répartis entre une tranche ferme et 2 tranches conditionnelles. On vous propose de recourir à une procédure négociée directe avec publication préalable. Les budgets ont été inscrits à charge du budget extraordinaire 2025 et les travaux sont susceptibles d'être financés par la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre donc du programme prioritaire des travaux. Voilà. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour l'adoption de ces 9 documents?
le groupe PTB, le groupe PS, le groupe MR, les engagés. Qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe écolo, le Conseil adopte les 9 résolutions. Nous passons maintenant aux points 42 à 45, relatifs à des marchés publics de travaux sur le site Saint-Laurent et le château de Jehay. Votre 5e commission a pris connaissance de ces 4 documents et j'invite M. Éric Lombard à la tribune pour nous faire part de son rapport sur ceux-ci. Merci, Monsieur le Président. Bien tout d'abord, il s'agit pour les 2 premiers points de mode de passation et des conditions pour des marchés de travaux à réaliser sur le site de Saint-Laurent, le dossier 382 pour des ascenseurs, pour lequel un membre fera une remarque de forme, pour un montant de 446 000 €. Et le deuxième, le dossier 383, pour la rénovation de la toiture, pour un montant de 263 000 €. Les 2 points suivants, il s'agit du mode de passation et des conditions pour des marchés de travaux également à réaliser alors là au château de Jehay. Le 384 concerne les finitions intérieures des versants des toitures pour un montant estimé de 229 000 €. Et le dossier 385 concerne la mise en conformité électrique, le chauffage et la détection incendie. Les 3 lots représentent un investissement de 2 500 000 €. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le chef de groupe. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? OK. Qui est pour l'adoption de ces 4 documents? Le groupe PTB, PS, MR engagé. Qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe écolo, le Conseil adopte les 4 résolutions. Votre 5e commission a regroupé les 6 derniers points qui concernent divers marchés publics de travaux. Il s'agit des points 46 à 51. Ces 6 documents ont donc été examinés par votre 5e commission et j'invite son rapporteur, M. Marc Capa, à la tribune pour nous faire part de son rapport sur ceux-ci. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les députés, Messieurs les députés, Monsieur le Directeur général, chers collègues, donc vient d'être dit, les documents 386 à 391 relatifs à des marchés de travaux et arrêtant les modes de passation de marché et les conditions de ces marchés ont été présentés ce lundi 22 septembre à la commission 5. Le document 386 est relatif à la rénovation des locaux au site Souvenir 77. Il est proposé une procédure ouverte en 3 lots pour un montant global estimé à 974 000 €, TVA comprise de 21%. Le lot 1 concerne le gros œuvre, les parachèvements, l'électricité et le HVAC. Le lot 2 concerne les menus extérieurs. Le lot 3 concerne la toiture. Les crédits nécessaires au financement de ces travaux sont inscrits au budget extraordinaire 2025. Et ces travaux ont reçu une promesse de principe de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre du programme énergie UREBA. Le document 387 est relatif à la réalisation d'un accès sécurisé et couvert à l'auvent pour vélo au centre B3. Il est proposé une procédure négociée directe avec publication au préalable pour un montant estimé de 196 000 €, TVA comprise de 21%. Les crédits nécessaires au financement de ces travaux sont également inscrits au budget extraordinaire 2025. Le document 388 relatif aux travaux de sécurité au Chirou. Il est proposé une procédure négociée directe avec publication préalable en 3 lots pour un montant global estimé de 290 000 €, TVA comprise de 21%. Le lot 1 concerne les parachèvements, le lot 2 concerne les techniques spéciales, le lot 3 concerne la démolition et le démontage de compactus. Les crédits nécessaires sont bien entendu inscrits aux travaux au budget extraordinaire 2025. Le document 389 est relatif au câblage informatique des systèmes Wi-Fi dans plusieurs établissements provinciaux. Il est proposé une procédure négociée directe avec publication préalable en 2 lots répartis entre 14 bâtiments scolaires et assimilés pour un montant global de 310 000 €, TVA comprise de 6%. Les crédits nécessaires au financement de ces travaux sont inscrits au budget extraordinaire 2025. Le document 390 est relatif à la mise en conformité, la réparation et la remise en état des ascenseurs et monte-charge Koné dans plusieurs établissements provinciaux. Il est proposé une procédure négociée directe sans publication préalable pour un montant global estimé de 2 185 000 € et 215 € TVA comprise décomposée en plusieurs tranches. Une tranche ferme d'un montant de 449 930 €, TVA comprise de 6 à 21%.
des tranches conditionnelles alors pour un montant de 1 735 285 000 TVA comprises. Les crédits nécessaires au financement de la tranche ferme sont bien inscrits au budget extraordinaire 2025. Par contre, la levée des tranches conditionnelles est liée d'une part à l'inscription au budget de l'année 2026 à 2030 des crédits nécessaires au financement de celle-ci et d'autre part par les besoins fixés par la province durant cette période selon l'urgence et les nécessités. Ce mode de passation de marché avec la consultation d'un seul opérateur économique est permis en l'absence de concurrence pour des raisons techniques liées à ce dossier. La technique mise en œuvre dans ce dossier. Le point 391, aménagement et sécurisation de balisage des pistes du projet de Trail Center VTT en région liégeoise. Il est proposé une procédure négociée directe avec publication préalable en 2 lots pour un montant global estimé de 589 000 € de TVA comprise de 21%. Le lot 1 concerne l'aménagement et la sécurisation des pistes. Le lot 2 concerne le balisage des pistes et les itinéraires de liaison. Les crédits nécessaires au financement de ces travaux sont inscrits au budget extraordinaire 2025. Les travaux sont financés à 80% par un subside de la région wallonne complété d'un apport en cofinancement de la FTPL à hauteur de 20%. Seul ce dernier point fait l'objet des questions de la part des membres de la commission. La première demandait où se situaient les pistes du projet. Il était répondu par l'agent provincial présent que les 25 km de pistes VTT enduro du Trail Center VTT s'étend sur Serein, Liège, Esneux et Neupré. La seconde question demandait si les clauses de dumping social étaient respectées dans le cadre de l'attribution des différents marchés. Madame la députée a répondu que dans le cadre de l'examen des différentes offres, ce point était systématiquement juridiquement vérifié par les agents des services et que par la suite, dans le cadre de l'exécution, cela restait d'application, même si dans les faits, le contrôle était beaucoup plus difficile. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie, Monsieur le conseiller provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour l'adoption de ces 6 documents? Le groupe PTB, PS, MR engagé. Qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe Écolo. Le Conseil adopte les 6 résolutions. Points 52 à 54. Marché public de fournitures et de services pour divers établissements provinciaux. Ces 3 documents ont été examinés par votre 5e commission. J'invite le rapporteur, M. Gianni Tabon, à la tribune pour nous faire part de son rapport sur ceci. Merci, Monsieur le Président. Ces points ont été abordés en 5e commission le 22 septembre et concernent principalement le mode de passation de marché public pour des fournitures et services, notamment l'acquisition et la mise en place de protection solaire pour divers établissements provinciaux pour un montant de 257 866 € hors TVA, l'acquisition de véhicules utilitaires pour les besoins de divers services provinciaux pour un montant de 221 000 € hors TVA et l'acquisition d'un véhicule 47 places avec contrat d'entretien et de réparation pendant 10 ans pour un montant de 271 192,77 € hors TVA. Des précisions ont été demandées, principalement concernant les plafonds qui déterminent les types de procédures, la nature des véhicules ou encore sur la possibilité de passer par un marché région wallonne. Les réponses ont été apportées en séance et nous avons reçu aujourd'hui de l'administration provinciale un mail avec des informations complémentaires. Je vous remercie, Monsieur le conseiller provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour l'adoption de ces 3 documents? Le groupe PS, le groupe MR, les engagés et le PTB. Qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe Écolo. Le Conseil adopte les 3 résolutions. Points 55 et 56. Votre 5e commission vous propose de regrouper les 2 documents suivants, tous 2 relatifs au culte et plus précisément au budget 2026 de la mosquée Sultan Ahmed et de la fabrique d'églises orthodoxes russes Saint-Alexandre Nevski et Saint-Séraphin de Sarov. La 5e commission les a examinés et en a pris connaissance. J'invite le rapporteur, M. Jean-Denis Lejeune, à la tribune pour son rapport.
Monsieur le Président, chers collègues, le budget 2026 de la mosquée Sultan Ahmed à Verviers a été présenté lors de notre 5e commission. Suite à la réintégration de ladite mosquée dans le circuit administratif en 2026 et validé par le Conseil provincial, le comité de gestion de la mosquée a approuvé le budget 2026 de 18 400 € et celui-ci est en équilibre avec une intervention provinciale de 7 276 €. Un avis favorable a été suggéré au Conseil sur le budget tel que proposé. Alors, le budget 2026 de la fabrique d'églises orthodoxes russes a été approuvé par le Conseil de fabrique. Le budget tel que présenté est de 10 790 € avec une intervention provinciale de 4 000 €. Aucune modification n'est à prévoir au budget et un avis favorable est proposé au Conseil. Je vous remercie, Monsieur le deuxième secrétaire. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour l'adoption de ces deux documents? Le groupe PS, le groupe MR, le groupe des engagés. Qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe Écolo et le groupe PTB. Points 57 et 58. La 5e commission vous propose enfin de regrouper les deux derniers documents qu'elle a examinés, à savoir des octrois de subventions en matière de communications ASBL, Liège Gestion Centre-Ville 4 et VEDIA. Éric Lombard, qui est déjà à la tribune, rapporteur pour ces points, est invité. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit donc de l'octroi de subventions d'une part pour le dossier 397 à Liège, gestion de centre-ville, d'un montant de 5 300 € et le dossier 398 à 4 et VEDIA pour un montant de 50 000 €, 39 732 pour 4 et 10 268 pour VEDIA. La première subvention pour Liège Centre-Ville n'a pas soulevé de commentaires. Pour la deuxième subvention, des membres se sont interrogés, entre autres, sur le timing du contrat de gestion, la forme juridique d'ASBL, notamment au vu de l'importance de la subvention pour une structure ASBL, sur les retours pour la province. Un débat s'est initié sur le rôle des télés locales, leur mode de financement, l'indépendance éditoriale de celle-ci, la différence entre information et promotion, ou encore le rôle que pourraient jouer les réseaux sociaux pour améliorer la diffusion. Après avoir cité quelques exemples d'émissions utiles à l'image provinciale, la députée confirme qu'une réflexion sera tenue prochainement sur le sujet. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le chef de groupe. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Parfait. Qui est pour l'adoption de ces deux documents? Le PTB, le PS, le MR, les engagés. Qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe Écolo, le Conseil, adopte les deux résolutions. Dernier point de l'ordre du jour, approbation du procès-verbal de la séance du 3 juillet 2025. Aucune réclamation n'ayant été déposée en ce qui concerne la rédaction du procès-verbal de notre dernière réunion, je le déclare approuvé et déclare close la séance publique de ce jour. La prochaine séance ordinaire du Conseil provincial aura lieu le lundi 3 novembre à 16h30. Bonne soirée à tous.